Alors, nous sommes toujours dans la séquence 2, les conséquences de la Première Guerre mondiale. Et nous allons continuer notre exploration des révolutions russes de l'année 1917. Au cours de la séance précédente, nous avons étudié la révolution de février 1917, la révolution bourgeoise, la révolution complètement inattendue de 1917, février 1917. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la révolution d'octobre 1917, la révolution bolchevique, la révolution de Lénine. Et nous allons nous poser exactement les mêmes questions que pour la précédente, à savoir quels sont les acteurs, les causes et le déroulement de la révolution d'octobre 1917. Alors, avant d'aller plus loin, il faut se remettre en mémoire des choses que nous avons vues en toute fin d'année de quatrième, mais justement, comme c'est la toute fin de l'année, vous l'avez parfois très vite oublié, avec l'industrialisation de l'Europe, sont nées deux idéologies, deux visions du monde, de l'économie et de la société. La vision libérale, incarnée par les patrons, pour faire simple, c'est-à-dire le droit au profit personnel, le droit de s'enrichir, à peu près par tous les moyens, dans une société de libre concurrence où les plus talentueux, les plus chanceux deviennent les plus riches et font travailler les autres dans des conditions très difficiles pour un salaire de misère. Bon, je caricature parce qu'on est pressé, mais c'est un peu ça. Et en réaction à l'idéologie libérale, est née une autre idéologie, une autre vision de la société, de l'économie et du monde, celle de Karl Marx et Friedrich Engels, deux Allemands, exilés à Londres, qui en 1848 ont rédigé un ouvrage qui fait date dans l'histoire du XIXe siècle et qui s'intitule Manifeste du Parti communiste. Et leur vision du monde, elle est très très simple. Depuis la nuit des temps, le monde se partage en deux catégories. Une infime minorité d'exploiteurs, alors qu'on appelle selon les époques les maîtres, les seigneurs, les nobles, les patrons, et qui écrasent pour leur unique profit l'immense masse de ceux qu'on a appelés, selon les époques, les esclaves, les serfs, le tiers-état, aujourd'hui les ouvriers. Et Marx et Engels estiment qu'il suffirait que tous ces opprimés, tous ces exploités, tous ces malheureux, qu'ils appellent les prolétaires, eh bien, si tous ces prolétaires voulaient se prendre par la main, voulaient s'unir à travers le monde pour faire la révolution, eh bien, ils noieraient sous le nombre les profiteurs, les exploiteurs, et ils les liquideraient pour mettre en place une société égalitariste dans laquelle chacun aurait ce qu'il lui faut pour vivre, mais ne serait ni plus riche ni plus pauvre que ses voisins. C'est-à-dire que l'intérêt personnel, l'appétit de richesse serait interdit. Seul l'intérêt de tous étant pris en compte. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la révolution de 1917 et avec les Russes? Eh bien j'y viens,
parce que Karl Marx est mort, évidemment, hein, mais ses idées lui ont survécu, hein, c'est ça la force de la pensée. Et il se trouve que parmi ses héritiers spirituels, ses disciples, hein, parce qu'on a parfois dit de Karl Marx que c'était le barbu le plus célèbre après le Christ, hein, le Christ a eu des disciples qu'on appelait les apôtres, et bien Karl Marx aussi, et bien parmi ses apôtres, parmi ses disciples, un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, qui prendra le nom de guerre, enfin le nom révolutionnaire de Lénine, surtout après avoir été exilé plusieurs années en Sibérie au bord du fleuve de la Lena, d'où d'ailleurs le nom de Lénine. Et Lénine, lui, rêve de cette révolution mondiale. Et comme il faut bien commencer par quelque part, eh bien, pourquoi ne pas faire la révolution dans son pays? Mais ça va être difficile parce que, encore une fois, la Russie, l'Empire russe est une autocratie, une dictature impitoyable. Et Lénine lui-même, d'ailleurs, est exilé. Il est exilé en Suisse quand éclate la guerre, hein, parce que Lénine, il a été refusé un peu partout, hein, personne n'en veut, c'est un révolutionnaire, c'est un homme dangereux. Donc il a trouvé refuge tant bien que mal en Suisse, et il est à la tête d'un tout petit parti révolutionnaire, le parti bolchevique, qui évidemment en Russie est un parti clandestin, interdit, ça va de soi. La plupart de ses militants sont d'ailleurs en prison, ou quand ils n'ont pas été pendus. Et donc en fait, Lénine, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, au début de la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est personne. Et d'ailleurs, quand éclate la guerre, Lénine est un peu partagé, parce qu'il espère bien que l'Empire russe va s'effondrer, et dans ce cas-là, il sera peut-être possible de faire la révolution en Russie, mais en même temps, il n'en est pas sûr. Ça se joue sur un coup de dé. Si jamais l'Empire russe sort vainqueur de la guerre, alors là, sera fini des espoirs de révolution pour peut-être un siècle. À Berlin, on a naturellement entendu parler de ce Lénine. Alors, Guillaume II, qui est aussi un autocrate, l'empereur d'Allemagne, s'il avait eu un Lénine sur son territoire, ben, il l'aurait fait mettre en prison. Parce que Guillaume II a une sainte horreur des révolutionnaires, ce sont ses ennemis. Mais là, en l'occurrence, Lénine pourrait se révéler bien utile. Parce que Guillaume II et son état-major, ses conseillers, vont eux aussi tenter un coup de dé, ou si vous préférez un coup de poker. S'il était possible de permettre à Lénine de rentrer en Russie, si ce Lénine parvenait d'une manière ou d'une autre à prendre le pouvoir, alors Lénine pourrait être tenté de mettre fin à la guerre entre l'Empire russe et l'Allemagne, puisque cette guerre n'intéresse pas Lénine. La Première Guerre mondiale n'intéresse pas Lénine, bien au contraire. Pour Lénine, la Première Guerre mondiale, c'est la guerre des profiteurs, des capitalistes, des patrons, qui font s'entretuer les ouvriers du monde entier. Au contraire, la Première Guerre mondiale est même ce qui empêche le déclenchement d'une révolution mondiale, prolétarienne. Donc, si Lénine arrêtait la guerre, alors là, tout devient possible pour l'Allemagne. Parce que si l'Allemagne n'a plus à se battre sur le front de l'Est, si l'Allemagne peut rapatrier ses troupes, ses canons à l'Ouest, l'Allemagne est en mesure de lancer ces fameuses offensives de la dernière chance, celles qui permettront à l'Allemagne de gagner, certes d'extrême justesse, mais de gagner la guerre en triomphant des Français et des Britanniques,
avant que les Américains, qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne en avril 1917, ne soient en mesure de débarquer leurs premières troupes à la fin du printemps, début de l'été 1918. Il est là le calcul de Guillaume II. Alors ça fait beaucoup de si, effectivement. Il y a peu de chances que ça se réalise, mais ça vaut la peine de tenter ce coup de poker. Donc ça veut dire que, alors que Lénine est coincé en Suisse et qu'il n'a aucun moyen de rejoindre la Russie, parce que les civils ne peuvent évidemment pas traverser les pays en guerre, eh bien les services secrets allemands vont faciliter la tâche de Lénine. Ils vont lui faire traverser l'Allemagne dans un train blindé, dans lequel Lénine est enfermé, il ne sort pas, voilà. Bon, il traverse l'Allemagne. Puis, d'Allemagne, il va passer en Suède, pays neutre, ce qui va lui permettre ensuite de rentrer en Russie par le nord du pays, le Grand-Duché de Finlande, ce qui permet à Lénine de revenir à Pétrograd le 3 avril 1917. On voit ici sur cette photographie Lénine qui salue la foule qui est venue l'accueillir triomphalement. Eh bien, on peut penser que la foule présente sur le quai de la gare, ce sont au minimum des sympathisants, voire des militants de ce fameux parti bolchevique, de ce fameux parti révolutionnaire, marxiste, si vous voulez, dont Lénine était le chef en exil. Et Lénine n'y revient pas les mains vides, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il revient avec une grosse valise remplie de billets de banque. Parce que les services secrets allemands font très bien les choses. Ils savent que renvoyer Lénine au pays et le balancer dans les jambes du gouvernement provisoire russe comme une quille dans une partie de bowling, ça ne suffira pas. Il faut à Lénine de l'argent pour imprimer des journaux, pour faire connaître son programme, pour faire connaître ses idées. Or, le programme de Lénine, il tient en 3 mots, qu'on peut résumer par pain, paix et liberté. Ce que l'on appelle les thèses d'avril, les thèses développées par le programme de Lénine en avril 1917, donc quelques mois à peine après la révolution de février qui a porté au pouvoir ce gouvernement provisoire très 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 impopulaire. Et Lénine, dans un premier temps, pense prendre le pouvoir par les élections. Parce qu'avec un tel programme, pain, paix, liberté, c'est-à-dire tout ce que le peuple russe réclame, Lénine est assez confiant. Alors le gouvernement provisoire, lui, n'est pas très confiant, il est très embêté par le retour de Lénine, qu'il n'a pas pu empêcher. Donc dans un premier temps, le gouvernement provisoire va faire comme si Lénine n'existait pas, et puis dans un second temps, le gouvernement provisoire va interdire le parti bolchevique, va annoncer que les élections qui ont été promises peuvent pas se tenir, puisque le pays est en guerre et qu'il n'y a pas moyen d'organiser des élections. Et Lénine est même concerné par un mandat d'arrestation, un mandat d'écrou, c'est-à-dire qu'il est recherché par la police pour être enfermé. Ce qui va obliger Lénine à se réfugier dans le nord de la Finlande. Il va même porter une perruque, se raser la moustache pour éviter d'être reconnu et d'être arrêté par la police. Donc a priori, à ce moment-là, en juillet 1918, le coup de poker de Guillaume II et de l'Allemagne, c'est un coup perdant. Parce que Lénine, finalement, n'est pas en mesure de prendre le pouvoir et d'arrêter la guerre.
Sauf que Lénine, tel un magicien, il a plus d'un tour dans son sac. Et comme il a compris qu'il n'était pas en mesure de prendre le pouvoir par les élections, mais qu'en même temps, ce gouvernement provisoire a commis l'erreur fatale de poursuivre la guerre coûte que coûte et s'est rendu extrêmement impopulaire, eh bien, il n'y a pas grand monde qui sera prêt à prendre la défense de ce gouvernement et à mourir pour lui. Donc Lénine va méthodiquement prendre contact avec d'autres révolutionnaires qui ne sont pas des bolcheviks, peu importe, et Lénine va préparer la prise du pouvoir par la force. Autrement dit, un coup d'État. Et le coup d'État, bien préparé par Léon Trotsky, qui s'est rallié à Lénine et qui va se révéler être un lieutenant, un bras droit particulièrement efficace, eh bien, le coup d'État bolchevique, bien préparé, est réalisé dans la nuit du 25 au 26 octobre 1917. Et ce soir-là, cette nuit-là, les bolcheviks, peu nombreux mais très déterminés, s'emparent du siège du gouvernement provisoire, le palais d'hiver de Pétrograd, sans d'ailleurs réellement avoir à se battre, puisque le palais est vide, le gouvernement est en fuite. Et voilà comment Lénine, finalement, prend le pouvoir en quelques heures. Et là, pour les Allemands, eh ben, ça change tout, parce que maintenant que Lénine a pris le pouvoir, eh ben, on va voir ce qu'il décide en ce qui concerne la poursuite de la guerre. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose le petit exercice de la séance. Voilà, j'ai mis un certain nombre d'informations qui concernent à la fois la révolution de février 1917, mais aussi celle d'octobre 1917. Et je vous demande de déterminer quelle couleur il faut mettre pour chacune des cases. Est-ce que c'est le bleu de février 1917? Est-ce que c'est le rouge d'octobre 1917? Sachant qu'il y a une des cases, je vous laisse le soin de trouver laquelle, qui sera bicolore parce qu'elle correspond à la fois à la révolution de février 1917 et à celle d'octobre 1917. Voilà, je vous laisse faire l'exercice. Mettez-moi sur pause. Le temps de faire le travail. Alors voici le corrigé. Bon, la case commune aux deux révolutions, c'est évidemment celle qui correspond au lieu, puisque toutes les deux se déroulent dans la capitale de l'Empire russe, l'ancienne Saint-Pétersbourg, rebaptisée, depuis le début de la guerre, Pétrograd. Bon, pour le reste, la révolution d'octobre se déroule en octobre, celle de février se déroule de février à mars 1917, ça je pense que c'était pas bien difficile. Pour février 1917, la grande victime, c'est le tsar. Le grand vainqueur, c'est ce gouvernement provisoire bourgeois qui, à la suite de manifestations monstres causées par la faim, la guerre, l'absence de démocratie, voit l'armée fraterniser avec le peuple en particulier des femmes, des civils et même des prêtres de l'Église orthodoxe qui protestent contre la continuation de la guerre. Et puis, le vainqueur du jour est souvent le vaincu du lendemain. Ce gouvernement provisoire qui a pris le pouvoir en février 1917 est chassé en octobre par Lénine et ses bolcheviks qui prennent le pouvoir par la force, par le coup d'État, et qui vont profiter de l'impopularité du gouvernement bourgeois pour prendre le pouvoir. Et la première décision
qui sera prise par Lénine sera d'arrêter la guerre, mais comme on va le voir, la Russie ne va pas gagner au change parce qu'elle va quitter la Première Guerre mondiale pour plonger dans une guerre qui est encore pire puisque c'est une guerre civile. Au petit matin du coup de force, du coup d'État qu'il a porté au pouvoir, Lénine sait qu'il a réalisé le plus facile. Le plus facile, c'était de prendre le pouvoir qui lui tendait les bras. Commence maintenant le plus difficile, à savoir garder ce pouvoir. Parce que ce que Lénine a fait, un autre homme peut le faire à sa place. Un général, à la tête d'une armée, peut marcher sur Pétrograd, Saint-Pétersbourg, et le chasser comme un fétu de paille. D'autant que Lénine sait ne pouvoir compter que sur finalement sa toute petite troupe de militants bolcheviques. Et les militants bolcheviques ne pèseront pas lourd si la contre-révolution se met en marche. Lénine a besoin de gagner en popularité afin que les ouvriers et les paysans et les Russes dans leur ensemble soient prêts à se battre pour la survie de la révolution bolchevique. C'est pour cela que quelques heures à peine après le coup d'État, Lénine s'adresse aux Russes et, dans un chef-d'œuvre d'habileté, leur laisse entendre ce que les Russes ont envie d'entendre sans qu'il l'ait réellement dit. Je m'explique. Lénine laisse entendre que la guerre est finie. Mais si on est attentif à ses paroles, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit qu'il va proposer une paix, il va proposer immédiatement plutôt une paix avec l'Allemagne. Mais ce qu'il ne dit pas aux Russes, c'est qu'il va faire traîner en longueur les négociations parce que Lénine a l'espoir qu'éclatera en Allemagne une autre révolution de type bolchevique, ce qui évitera à la Russie d'avoir à négocier la paix avec l'Allemagne. De même, Lénine laisse entendre aux paysans, qui représentent, je vous le rappelle, 80% de la population russe, Lénine laisse entendre aux paysans que ça y est, la terre des riches, des nobles, de l'Église leur appartient. Mais ça, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Parce que Lénine parle de la suppression de la grosse propriété foncière. D'accord ? Mais il ne précise pas que la propriété foncière est devenue la propriété de l'État. Pour un bon marxiste comme les Lénine, ça va de soi. La terre est devenue la propriété de l'État. Ce qui fait que les petits paysans pauvres n'en sont pas réellement les propriétaires. Au mieux, ils sont un peu des fonctionnaires, c'est-à-dire des serviteurs de l'État. C'est ça la définition du mot fonctionnaire. Ce sont des serviteurs de l'État et ils travaillent une terre qui appartient à l'État. Mais ça, les paysans russes, les moudjiks, ne veulent pas l'entendre. C'est pour cela que Lénine ne les détrompe pas. Parce que comme il entend que les paysans se battent pour la survie de la révolution, il faut que les paysans soient motivés. Et les paysans seront motivés s'ils ont le sentiment de se battre pour une terre qui est désormais la leur. Même chose pour cette formule qui veut tout et rien dire, contrôle ouvrier sur les usines. Les ouvriers sont en droit de penser qu'ils sont désormais leurs patrons et qu'ils entrent dans une sorte de cadre de cogestion comme on voit aujourd'hui, quand des salariés, pour sauver une usine en faillite, rachètent l'usine et deviennent collectivement tous des patrons. Ça, c'est ce que les ouvriers ont cru comprendre. Mais c'est pas du tout ce que Lénine veut dire. En réalité, c'est la même chose que pour la terre. C'est dorénavant l'État, le propriétaire des usines. Mais il ne faut pas se fâcher avec les ouvriers, parce que Lénine a besoin des ouvriers, et c'est pour ça qu'il finit sa proclamation par « Vive la révolution des ouvriers, des soldats et des paysans sans terre ». Parce que c'est eux qui sauveront la révolution ou pas. Et le fait est qu'elle est bien mal partie, cette révolution bolchevique.
Parce que si on prend le temps de regarder la carte qui s'offre à vous, eh bien, pour faire simple, voilà. À l'intérieur des frontières de l'ex-empire russe de Nicolas II, cerné par le gros trait noir, eh bien, ce que contrôlent les bolcheviks de Lénine, ce qu'ils contrôlent réellement, c'est la grosse tache rouge centrée autour de Moscou. Parce que le reste du pays leur échappe largement. En particulier les territoires qui profitent de l'aubaine, qui profitent de l'effondrement de l'Empire russe pour arracher leur indépendance. Je pense au peuple finnois. Les Finnois qui tout au nord vont donner naissance au pays des Finnois, la Finlande, les Finnois qu'en France on finira par appeler les Finlandais. Pareil pour les Lettons, pareil aussi pour les Polonais, qui attendaient depuis un siècle l'occasion de se débarrasser de la présence russe et qui n'hésitent pas d'ailleurs à faire la guerre aux Russes en espérant leur arracher un maximum de territoire. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle se heurte Lénine, c'est pas la plus grave. La plus grave, c'est probablement celle des Russes blancs, représentée par les flèches blanches, qui représentent des armées d'anti-bolcheviks, de partisans du tsar. C'est pour ça qu'on les appelle blancs, parce que c'est la couleur traditionnellement associée à la noblesse. Rappelez-vous d'ailleurs, avant la Révolution de 1789, le drapeau de la monarchie française, c'était aussi le drapeau blanc. Et ces Russes blancs comptent bien renverser le pouvoir bolchevique, rétablir le tsar Nicolas II. Parce que Nicolas II a peut-être abdiqué, il a peut-être abandonné le pouvoir, mais il est encore en Russie, et surtout il est encore vivant. Il est possible de le remettre sur le trône, lui ou un membre de sa famille. Et les Russes blancs, commandés par des officiers de l'armée impériale, général Dénikine, le baron Wrangel, encerclent littéralement les bolcheviks. Et si les bolcheviks avaient été attaqués tous en même temps par les Russes blancs façon meute de loups, il est probable que les Russes blancs auraient triomphé de la révolution bolchevique. La chance de Lénine, c'est que les Russes blancs se jalousent entre eux. Chacun veut être celui qui rétablira le tsarisme à son compte. Donc Dénikine ne soutient pas Wrangel quand Wrangel attaque, il attend que Wrangel soit battu pour attaquer à son tour, et c'est de cette manière que Lénine sauvera la révolution bolchevique. Mais les bolcheviks sont aussi menacés par les flèches bleues. Et les flèches bleues, ce sont les anciens alliés français, britanniques, américains, qui se vengent de l'abandon de leur abandon par la Russie en mars 1918, qui a failli faire perdre la guerre aux Alliés. Mais ce n'est pas uniquement une vengeance, c'est tout simplement parce que les gouvernements bourgeois de France, du Royaume-Uni, des États-Unis sont très inquiets à l'idée que les bolcheviks contaminent l'ensemble de l'Europe et que des bolcheviks français, britanniques, américains fassent la révolution dans leur propre pays. Il convient d'étouffer dans l'œuf la révolution bolchevique avant qu'elle ne devienne une pandémie. Et les Français, les Britanniques, les Français en mer Noire, les Britanniques et les Américains en mer Baltique soutiennent militairement les Russes blancs, ce qui accentue la pression et le danger sur la révolution bolchevique. Et la pression est telle que Petrograd va perdre le statut de capitale. Non pas tellement parce qu'elle était le symbole de l'empire des tsars, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous regardez la carte, Petrograd, l'ancienne Saint-Pétersbourg, eh bien, on ne sait pas qui va la prendre. Si ça sera les Finlandais, puisque Petrograd est à la frontière,
Si ça sera l'armée britannique ou une armée blanche, peu importe, mais Petrograd risque à tout moment de s'effondrer, de tomber aux mains de l'ennemi, et alors si la capitale tombe, il en sera fini de la révolution bolchevique. Ce qui oblige Lénine à déménager la capitale au cœur du territoire qu'il contrôle, c'est-à-dire Moscou. C'est un aveu de faiblesse d'une certaine manière. Et la Russie bolchevique de 1918 rappelle furieusement la France révolutionnaire de 1793, attaquée sur toutes ses frontières, mais aussi de l'intérieur par l'ennemi fédéraliste ou vendéen. La situation est tout aussi dramatique. En bon marxiste, Lénine connaît l'histoire de la Révolution française, qui a été analysée par Karl Marx comme un nouvel épisode retentissant de la lutte des classes. Et Karl Marx connaît Robespierre. Lénine, connaît Robespierre. Lénine sait que c'est par la politique de la terreur impitoyable que la Révolution française, la République française a triomphé de ses ennemis. Eh bien, il va en faire de même pour la révolution bolchevique, assaillie de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors ça ne s'appellera pas la terreur bolchevique, la terreur rouge, on l'appellera le communisme de guerre, mais c'est à peu près la même chose. Le communisme de guerre, c'est un catalogue de mesures toutes plus brutales, toutes plus violentes, toutes plus urgentes, destinées à sauver coûte que coûte la révolution d'octobre 1917 et à la faire triompher de ses ennemis. Parmi les mesures du communisme de guerre, citons l'établissement d'une dictature du peuple. Bon, en fait, elle était établie dès le premier jour, mais elle est renforcée. Lénine va supprimer les libertés et les droits individuels, et surtout va mettre en place le parti unique, le parti bolchevique, rebaptisé Parti communiste, et tous les autres partis, même les partis qui soutenaient les bolcheviques, sont purement et simplement supprimés, ce qui vaudra d'ailleurs à Lénine d'être victime d'un attentat terroriste, une femme socialiste mais pas bolchevique va lui tirer dessus à plusieurs reprises et va le blesser très grièvement, a failli le tuer. C'était le prix à payer pour l'établissement de cette dictature communiste sans faille. Et quand je dis sans faille, je devrais dire sans faiblesse, parce que de même que la Révolution française de 1793, la terreur avait mis en place la loi des suspects qui permettait de faire arrêter, juger et condamner à mort quiconque ne pouvait pas démontrer son soutien franc, massif, permanent et concret à la Révolution, eh bien Lénine va en faire autant dans la Russie bolchevique, puisqu'il va mettre en place un État policier avec une police politique, la Tchéka, qui va avoir pour mission de traquer impitoyablement tous ceux qui sont considérés comme des ennemis des bolcheviks et qui, à la tête du client, qui vont sans procès. On ne se donne même pas la peine de faire semblant, contrairement à la Révolution française avec son tribunal révolutionnaire, vont aligner contre un mur tous ceux qui ressemblent à des bourgeois, à des nobles, qui sont trop bien habillés, qui sont trop riches, des popes, c'est-à-dire des prêtres, enfin bref, tous ceux, hommes, femmes et enfants, qui ressemblent à des ennemis du peuple, pour les fusiller. Et là, sur cette image, on voit des soldats de l'armée impériale, des officiers de l'armée impériale, qui ont été faits prisonniers pendant la guerre civile, qu'on entasse dans un camion. Ce camion, c'est un peu la charrette des condamnés, comme pour la Révolution française, parce que quand le camion s'arrêtera de rouler,
on fera descendre les prisonniers, on les guillotinera pas, mais on les fusillera. Ce qui revient exactement au même. La mort pour les ennemis du peuple. Tout à l'heure, je parlais des Russes blancs qui avaient comme projet politique de rétablir la monarchie absolue, le tsarisme. Et je disais que tant que le tsar Nicolas II et les membres de sa famille étaient vivants, eh ben, ce rêve était possible, il pouvait devenir réalité. Or, le tsar, l'ex-tsar Nicolas II, et toute la famille impériale sont en résidence surveillée depuis la révolution de février-mars 1917. Ils sont les hôtes forcés, mais pas emprisonnés, du gouvernement provisoire bourgeois jusqu'à la chute de ce gouvernement provisoire bourgeois en octobre. De là, la famille impériale passe sous le contrôle des bolcheviks, qui dans un premier temps continuent à placer en résidence surveillée le tsar. Mais lorsque le tsar devient une menace, pas en lui-même, parce que Nicolas II a bien compris qu'il avait perdu le pouvoir et il ne cherche pas à le reprendre, qu'en ferait-il le pauvre? Mais il devient une menace par le fait qu'il est en vie, et que les Russes blancs, s'ils parvenaient à libérer Nicolas II, pourraient le remettre sur le trône impérial russe. C'est la raison pour laquelle Nicolas II va être exécuté à coups de revolver. Et toute la famille impériale avec, le tsarevitch, c'est-à-dire le fils, qui n'est encore qu'un enfant, les filles, les cousins, les cousines, enfin bref, le grand-oncle, enfin bref, toute la famille est impitoyablement massacrée. Les corps sont brûlés et les cendres sont enterrées dans une forêt. C'en est fini de la possibilité de rétablir l'absolutisme. Et ça va aussi expliquer pourquoi les Russes blancs vont perdre la guerre civile, parce que finalement, leur combat perd un peu son but, parce qu'après, s'il n'y a plus de famille impériale, pourquoi continuer à se battre? Autre mesure du communisme de guerre, et qui révèle bien la dimension marxiste du projet de Lénine, c'est l'abandon de la monnaie. Parce que c'est une idée certes un peu simpliste. D'ailleurs, Lénine se rendra compte qu'elle ne fonctionne pas. Mais après tout, qu'est-ce qui distingue un riche d'un pauvre? C'est que le riche, il a de l'argent, contrairement au pauvre. Donc si on supprime la richesse, d'une certaine manière, le riche n'est plus riche. Donc Lénine va interdire la monnaie. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de monnaie en circulation, il n'y a plus de commerce. Pourquoi voudriez-vous que les gens donnent gratuitement ce qu'ils se sont donné du mal à cultiver ou à fabriquer? Et en fait, très vite, la monnaie va être remplacée par l'économie du troc. C'est-à-dire que, je sais pas moi, on échange un parapluie contre une paire de chaussures contre du pain, voilà. Bon. Mais néanmoins, il y a bien cette idée, effectivement, d'en finir avec la richesse. Et d'une certaine manière, donc, aussi avec la pauvreté. Alors justement, l'une des principales menaces qui pèsent sur la Russie bolchevique, et c'est une des conséquences de la guerre civile, la guerre contre les Alliés, c'est que les Russes sont en train de mourir de faim et de maladie. Et c'était effrayant de se dire que la guerre civile russe va tuer au moins autant de Russes que la Première Guerre mondiale, et que la plupart seront morts de maladie ou de faim. Tout simplement parce que les paysans qui sont en train de se battre les uns contre les autres, ils cultivent plus. Et aussi parce que ceux qui continuent à cultiver ne veulent pas donner gratuitement leur récolte. Donc Lénine va imposer la réquisition dans les campagnes des récoltes afin de nourrir les populations affamées des villes de Moscou et de Pétrograd.
Parce que si les habitants de Moscou et de Pétrograd se révoltent parce qu'ils ont faim, comme ils l'ont fait en février 1917, eh bien la révolution bolchevique s'effondrera. Et Lénine ne veut pas que la révolution bolchevique s'effondre. Donc s'il faut fusiller des paysans parce qu'ils sont des affameurs du peuple, des accapareurs, comme on disait à l'époque de la Révolution française, eh bien tant pis, on fusillera. Mais on remplira les estomacs des habitants de Moscou et de Pétrograd. Mais il ne s'agit quand même pas de fusiller tout le monde, parce que sinon, qui défendra la révolution bolchevique contre ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur? Et le communisme de guerre va mettre sur pied une armée de paysans et d'ouvriers qu'on surnommera l'armée rouge, comme la couleur du drapeau des bolcheviks, du communisme, du marxisme, pour défendre la révolution bolchevique. Ça rappelle un peu, à l'époque de la Révolution française, la levée en masse, la mobilisation générale contre les ennemis qui menaçaient la révolution. Bah oui, il faut faire un rempart des poitrines des ouvriers et des paysans contre les Russes blancs et leurs alliés étrangers. Alors de même, et ça c'est un peu anecdotique, mais comme les anciens alliés de la Russie impériale, français, anglais, américains, se battent contre la révolution bolchevique, eh bien Lénine et la Russie bolchevique rompent toute relation diplomatique avec ces anciens alliés devenus des ennemis. Ça va de soi. Alors cette terreur rouge, ce remède de cheval infligé au peuple russe a été extrêmement violente, extrêmement brutale, a fait des millions de morts. Mais à l'arrivée, elle s'est révélée payante. Parce que comme le montre cette affiche de propagande du début 1923, bien la révolution bolchevique est sauvée. Lénine a transformé le pays en une union des républiques socialistes soviétiques. C'est le sigle sur le drapeau rouge. Alors on croit lire les lettres CCCP, mais ce n'est pas les lettres CCCP, parce que ce n'est pas l'alphabet latin, c'est l'alphabet russe, autrement dit l'alphabet cyrillique, hérité de l'Empire byzantin du Moyen-Âge. Et donc ça veut dire Union des républiques socialistes soviétiques. Et on voit que le paysan et l'ouvrier peuvent enfin se reposer et espérer vivre dans un avenir radieux. Le paysan peut espérer des récoltes abondantes, généreuses, prospères. L'ouvrier peut espérer reconstruire, industrialiser son pays dans un ciel quasi sans nuages, un ciel qui s'éclaircit, tout simplement parce que la révolution bolchevique a triomphé. Lénine a réussi à sauver sa révolution en Russie. Et c'était bien là pour lui l'essentiel. Alors, on en arrive donc à la trace écrite, deuxième partie de la leçon, la révolution bolchevique d'octobre 1917 et ses conséquences. Donc, fils spirituel de Karl Marx, le révolutionnaire Lénine, de retour d'exil en avril 1917 bien sûr, profite de l'extrême impopularité du gouvernement provisoire pour vanter le programme bolchevique contenu dans ses thèses d'avril, résumé par le slogan « Pain, paix, liberté ». Les militants du parti bolchevique organisent à Pétrograd un coup d'État dans la nuit du 25 au 26 octobre 1917. Le gouvernement provisoire facilement renversé, Lénine au pouvoir négocie la sortie de guerre avec l'Allemagne, effective en mars 1918. La Russie plonge dans la guerre civile. Lénine met alors en place le communisme de guerre pour sauver sa révolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite.